bonjour, d'abord bonsoir, merci d'être là. Merci à TLKPST, qui fait partie des jeunes associations qui pulsent dans cette métropole, donc ça c'est super intéressant de voir. Il y a un mouvement associatif jeune qui émerge et qui est porteur, qui va directement vers les solutions, ça je me dis. Peut-être avant de parler du plan climat du Grand Lyon, ça vaut le coup de s'arrêter une minute, faire le point où on en est sur la COP et se donner quelques ordres de grandeur. Vous savez que la plupart des États ont déposé leur pré-engagement à la COP, à part les États pétroliers, qui n'ont pas forcément intérêt à ce que ça marche. Et si on fait le cumul de tous les engagements, on n'est pas aux 2 degrés. On est entre 2,7 et 3,5. C'est une fourchette. Donc l'accord aujourd'hui qui est sur la table n'est pas suffisant. Alors 2 solutions, soit les États en ont laissé un peu sous le pied pour la négo et on arrivera à un accord qui sera à la hauteur, soit ce qui est dit aujourd'hui, c'est qu'il y aura une clause de revoyure, comme 23, 24, 25, 26, où au fur et à mesure, on pourra peut-être accentuer les engagements. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, l'engagement des États n'est pas à la hauteur. Pareil, quelques ordres de grandeur, 2 degrés, pourquoi? Pour ceux qui ne savent pas, c'est pas qu'en dessous c'est bien, au-dessus c'est mal. C'est qu'au-delà de 2 degrés, d'abord, les scientifiques nous disent on ne sait pas exactement ce qui doit se passer. Il y a de telles incertitudes scientifiques que plus on va vers un réchauffement, plus les rétroactions sont compliquées à calculer et plus ça peut aller vite. Et au-delà de 2 degrés, les phénomènes deviennent irréversibles. 2 degrés, en réalité, c'est le seuil de l'irréversibilité. Et alors, en ordre de grandeur, à quoi ça correspond? Parce qu'on se dit, bon, s'il fait 2 degrés plus chaud, bon, on s'en fout un peu. Mais non, c'est des moyennes. La bonne comparaison, c'est quand votre corps est à 37 degrés, ça va, à 39, ça va beaucoup moins bien. C'est un peu pareil. Sur la trajectoire actuelle, on est sur une trajectoire de plus 5, plus 7 degrés d'ici la fin du siècle. Sur un pas de temps de 30 ans, on est à plus 5, plus 7. En réalité, on ne sait pas ce que ça veut dire. Par contre, moins 5 degrés de moyenne, on sait ce que ça veut dire. La Terre, c'est 15 degrés de moyenne, si vous voulez. Moins 5 degrés de moyenne, on a déjà connu ça. C'est l'ère glaciaire et c'est la mer de glace qui est à Chamonix, qui arrivait à 20 km de Lyon. Donc c'est les glaciers à Lyon, moins 5 degrés. Plus 5 degrés, en réalité, on ne sait pas. Aujourd'hui, Météo France dit que c'est approximativement le climat du sud algérien. Alger, il y a la mer, ça change tout. Vous pouvez aller à Alger sans la mer, ça vous donne peut-être une idée. Ça veut dire qu'on se vend d'avoir une ville qui a 2000 ans, qui s'est adaptée pendant tout ce temps, et on va avoir un changement de climat brutal, où il est bien difficile de savoir si on sera capable de s'adapter. En fait, la question, c'est pas la planète, c'est pas la nature. La nature, la planète, on a vu d'autres, elle continuera dans 1 million d'années, 2 millions d'années. C'est notre capacité en tant que société humaine à s'adapter à des changements qui sont extrêmement brutaux, en termes si on l'analyse sur des temps historiques. Donc voilà pourquoi il faut arrêter le réchauffement climatique ou le limiter. C'est tout simplement que nos sociétés humaines, en réalité, n'y résisteront pas. Alors, pour vous dire, donc si les États, aujourd'hui, ne sont pas à la hauteur, il y a quand même un mouvement des villes qui est très fort. Il y a l'initiative, il y a un texte qui a été lancé par la Commission européenne et par un certain nombre de territoires et qui est géré par une association qui s'appelle Energy Cities, qui s'appelle la Convention des maires. C'est un engagement des villes. L'engagement reprend les objectifs de Kyoto, globalement, un peu plus. Il y a aujourd'hui plus de 6000 villes européennes qui ont signé et qui sont engagées dans les objectifs climat. Aux États-Unis, il y a plus de 1000 villes américaines qui ont signé c'est le US Climate Agreement, je crois. Alors même que l'administration fédérale n'a jamais ratifié Kyoto, n'a jamais signé Kyoto, il y a 1000 villes américaines qui se sont engagées dans les objectifs climat qui sont les mêmes que les villes européennes, globalement. Avec des villes américaines comme Portland, comme Seattle, même New York, qui font des politiques plutôt remarquables. Donc on n'a pas forcément à les regarder de haut. En Amérique du Sud, il y a le pacte de Mexico, où il y a toutes les grandes villes d'Amérique du Sud. Et j'ai participé, moi, parce que l'Agence française de développement me demande souvent de venir au sommet de Bogota pour travailler avec les villes sud-américaines. Je peux vous promettre que la question du climat et la question de la sortie de la pauvreté est liée de manière très forte, et c'est super intéressant. Et enfin, ce qu'il faut noter, c'est qu'en Chine, aujourd'hui, les grandes villes chinoises prennent des objectifs qui sont supérieurs à celui de l'État chinois. Donc si par en haut c'est bloqué, en fait il y a un mouvement des villes très intéressant par en bas. Et ça peut s'expliquer en partie parce que les États sont dans une diplomatie concurrentielle, c'est-à-dire qu'ils ont tous intérêt à faire porter les efforts nécessaires par l'autre.
Parce que les villes, on est certes en compétition, mais comme on est trop petit et qu'on a des phénomènes auxquels il faut s'adapter, ben les villes collaborent beaucoup plus. Elles sont beaucoup plus en coopération ou en compétition, je ne sais pas comment on peut appeler. Et il y a un vrai mouvement des territoires urbains, des gouvernements locaux sur la lutte, l'atténuation de réchauffement climatique. On a commencé ce processus en l'agenda 21 de 2004. Les premières actions de climat 2005. Et la signature de la Convention des maires, c'est avant que je sois élu en 2007. Moi j'étais élu, ça venait juste d'être signé. En réalité, à l'époque, personne n'a compris ce qui signait. Je vous mets au défi de savoir quelqu'un parce qu'on ne savait pas ce que ça voulait dire. Et la première chose, c'est qu'on a fait un diagnostic climat et on l'a partagé à peu près à tous les corps constitués de la ville. Ça va du conseil de quartier, j'en ai fait un du 3e, j'en ai fait dans toute la ville, jusqu'au MEDEF, en passant par la CCI, en passant par la gestionnaire d'immeubles. Tout le monde voulait savoir de quoi il s'agissait. Et là, on a eu, en faisant le diagnostic, on a eu une leçon, puis un GURPS, c'est qu'on s'est engagé à faire baisser les émissions de gaz à effet de serre de 20% du territoire. Et en réalité, vous trouvez là-dedans, ce que pèse la collectivité en termes d'émissions, c'est 5%. Ce que la collectivité impacte par ses politiques, c'est 20% des émissions. La collectivité, c'est les déchets, c'est l'organisation du sol avec le PLU, PLUH et le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, c'est l'organisation des déplacements avec le plan des déplacements urbains. Tout ça impacte 20% des émissions. Ça veut dire que si on rajoute les communes, etc., on arrive à un tiers des émissions maîtrisées par... Ça veut dire que 2 tiers des émissions échappent au public. Et donc ça réclame une politique qui n'est pas dans la culture française. La culture française issue de la Révolution française, c'est on confie à une élite composée d'élus et d'ingénieurs le soin de faire les infrastructures collectives et le travail collectif. Là, ça ne marche plus. Soit on entraîne toute la société dans une dynamique de sobriété carbone, et les acteurs privés en premier, soit on a déjà échoué. Et donc on a mis en place une conférence énergie-climat en réunissant tout le monde. La bonne surprise, c'est que les industriels sont venus. Sans eux, ça aurait été compliqué. Et on a bâti une trajectoire, on a été, si ce n'est la première, au moins une des toutes premières, une trajectoire de transition carbone, domaine par domaine, avec des... Je vais vous expliquer celle-là rapidement, avec moins 20% d'émissions en 2020, compatible avec le facteur 4 en 2050, parce qu'il y a des actions qui peuvent nous accélérer d'ici 2020, mais qui handicapent le fait de tenir l'objectif à 2050. Et domaine par domaine, on a rédigé, pendant 2 ans, on a travaillé avec plusieurs bureaux d'études et tous les acteurs de la cité sur des trajectoires. Qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien? Vous voyez, dans le domaine des déplacements, si on ne fait rien, il y a 2 phénomènes. Augmentation de la population de la métropole, plus si la voiture baisse dans le centre, les gens vont souvent se loger de plus en plus loin en périphérie pour trouver du foncier moins cher. Ce qui fait que les distances parcourues en périphérie augmentent. Donc si on ne fait rien, on obtient plus 12% d'émissions en 2020. Donc dans le domaine transport, on doit faire moins 30 par rapport à notre prévisionnel. Et donc on a une ligne politique, voilà 1 milliard d'euros d'investissement en transport collectif, voilà un peu moins, 250 millions d'euros d'investissement dans les modes doux. Et là vous voyez une leçon qu'on a. Dans le domaine de la sobriété carbone, l'investissement dans les modes doux est extrêmement rentable. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de transport en commun, c'est-à-dire que les modes doux sont super rentables. Le covoiturage, qui coûte presque rien, aura un impact assez important, mais ce qui fait baisser le plus les émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas le changement de mode de déplacement, c'est d'arriver à rebâtir une ville avec une multipolarité, plusieurs centres, c'est-à-dire une ville où vous trouvez près de chez vous ce dont vous avez besoin. Des commerces de proximité, des services administratifs de proximité. C'est-à-dire que ce qui fait le plus baisser les émissions, c'est d'avoir des villes vivantes et des quartiers vivants en réalité. Et donc ça change un petit peu les perspectives parce qu'on n'est pas dans les solutions techniques. Et l'enjeu du PLU qu'on est en train de rediscuter, le PLU c'est plan local d'urbanisme et habitat aujourd'hui, c'est de savoir comment on arrive à dessiner des droits du sol sur une ville pour refaire des centres de quartiers vivants et faire en sorte que les habitants trouvent près de chez eux, et donc en y allant à pied, ce dont ils ont besoin. Ce qui ne n'empêche pas, s'ils ont envie de sortir, mais quand on n'a pas besoin de prendre sa bagnole pour aller à l'hypermarché en périphérie ou ailleurs, c'est comme ça qu'on baisse réellement les émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi important parce que ça veut dire que c'est pas une baisse de qualité de vie des habitants. On peut bâtir une ville plus agréable à habiter tout en baissant nos émissions de gaz à effet de serre. On présente toujours l'écologie comme une contrainte. Il va falloir y passer, on sait, mais on repousse toujours. En réalité, c'est rebâtir nos modes de vie, rebâtir notre ville
à échelle du piéton, à échelle de quartiers vivants. Et dans beaucoup de domaines, c'est vivre mieux en réalité. Sur l'alimentation, par exemple, est-ce que c'est vivre moins bien, manger moins bien, d'avoir des légumes qui sont cultivés à 20-30 km sans pesticides, généralement bio, et du coup avec beaucoup moins de carbone et beaucoup moins de pétrole pour les transporter, beaucoup moins d'engrais, ou alors de manger des légumes qui viennent d'Argentine ou du Chili, qui eux, en termes d'engrais et de transport, sont des pesticides. C'est pas, là encore, baisser ses émissions de gaz à effet de serre, c'est pas vivre moins bien. J'ai que 10 minutes, je vous passe le détail, c'est tout là-dedans. Surtout qu'on a fait point d'étape. Le point d'étape nous montre une chose, c'est qu'on est dans les temps, mais ça, c'est pas garanti. C'est-à-dire qu'il y a des domaines où on est en avance. Les déplacements, on est déjà à nos objectifs 2020. Pratiquement des déplacements, pardon, dans l'augmentation des recours au transport collectif. Dans le logement, on est comme partout en France, l'éco-rénovation, on a du mal à la faire démarrer. L'équilibre économique n'est pas encore garanti. Donc on est dans les temps, alors que des outils n'ont pas encore donné leur utilité, mais on n'est pas en situation de dire ça y est, on a gagné, on va réussir. Mais on peut le réussir. Juste un petit mot pour conclure. Il y a quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte et qui renverse un peu les problématiques. On n'est pas le prix d'énergie, l'accès à l'énergie aujourd'hui, il y a 7 millions de personnes en précarité énergétique. Quand on traduit ça, précarité énergétique, c'est un terme très technocratique. 7 millions, c'est beaucoup. Mais en réalité, quand vous ne chauffez plus votre logement, est-ce que vous avez accès à un logement digne? Est-ce que vous avez le droit à la santé qui est garanti? En Angleterre, en Grande-Bretagne, il y a 2000 personnes par an qui meurent de maladies à la précarité énergétique. En France, il n'y en a pas, il n'y a pas d'études. Comme ça, c'est réglé. Est-ce que vous avez le droit de vous déplacer? Est-ce que votre liberté d'aller et venir est garantie quand vous n'avez pas accès, quand vous ne pouvez pas remplir votre bagnole, quand vous avez accès à la bagnole? Est-ce que vos gamins font leur devoir dans un logement pas chauffé? Donc tout ce qui s'est constitué et qui est le corpus, qui est notre patrimoine politique, c'est-à-dire le droit à la santé, le droit à l'éducation, la liberté d'aller et venir, donc tout ce qui nous donne la possibilité de choisir et de guider notre propre vie, c'est aujourd'hui remis en cause par la crise écologique et le dossier du climat, c'est ce qui nous fait passer au réel quasiment. C'est-à-dire ce qui est en jeu aujourd'hui, à travers les modes de vie sobres, c'est simplement la capacité à vivre normalement. Et c'est ce qui est en jeu aujourd'hui. Donc il faut renverser un petit peu la vision. Ce qu'on est en train d'inventer dans les villes, c'est pas seulement un devoir pour les générations futures, un devoir pour la planète, c'est la seule manière de garantir matériellement, pour nous, ça commence par nous et pour nos enfants, le droit au logement, la liberté d'aller et venir, le droit à la santé, le droit à l'éducation, pas de moins. Je m'arrête là, mais ça change un peu la perspective. On n'est pas seulement dans une baisse pour les générations futures, on est dans une réinvention des modes de vie basés sur les principes républicains tels qu'on les a reçus. Bien, bonsoir. Merci aux organisateurs de permettre de parler un petit peu de ce qui se passe à Grenoble. Donc en tant que voisin, je suis très heureux de pouvoir exposer nos actions en cours donc depuis le nouveau mandat du maire écologiste Éric Piolle. Moi-même, je suis adjoint au maire chargé de l'urbanisme, du logement, de la transition énergétique. Et on va voir donc à travers les actions dont je vais parler l'importance d'utiliser ces leviers majeurs pour avoir une vraie politique climatique. Et on va même l'étendre. Nous avons alors certains ont parlé d'agenda 21, mais c'est synonyme. Chez nous, ça s'appelle le plan Air Énergie Climat, donc que l'on décline à travers l'ensemble des politiques publiques. Donc je vais faire état. Donc quelques éléments de synthèse. Il faut retenir que si on veut mener une action de politique climatique au niveau local, on a deux leviers majeurs en ce qui concerne les bâtiments, donc tout type de bâtiment, mais on va en parler, et puis en ce qui concerne la mobilité. C'est déjà un petit peu évoqué dans l'intervention précédente, mais c'est vraiment les deux leviers sur lesquels on peut agir de façon très importante. Il y a l'alimentation aussi, mais on a des compétences à travers nos cantines, on peut faire du bio, on le fait, mais vraiment si on veut agir, c'est sur ces deux niveaux. Et puis, on voit que quand on travaille sur ces questions, on traite aussi les aspects pollution de l'air, et dans notre agglomération, on sait qu'on a un impact important sur la santé, et donc travailler sur ces sujets, c'est vraiment un tout. Des actions aujourd'hui, mais aussi de long terme, parce que quand on parle de patrimoine, on ne peut pas changer son patrimoine du jour au lendemain, et donc ce sont des actions qui se mettent dans la durée, avec des objectifs aussi lointains.
On s'inscrit évidemment dans les objectifs internationaux, COP21. Donc on parle d'objectifs 2050. Je vais d'ailleurs tracer le chemin. On va voir le chemin qu'il reste à accomplir. Mais en même temps, donc, il faut mener ces politiques sans attendre au plus vite. Et on va voir à travers quelques exemples sur l'urbanisme qu'il est possible de travailler. Alors, j'ai des transparents un petit peu complets, je vais aller très vite. On voit qu'à travers de nombreuses politiques publiques, on traite de ces questions climatiques en vérité, donc la consommation d'énergie, la distribution. À Grenoble, en plus, on a un distributeur local qui n'est pas ERDF, filiale d'EDF nationale, mais c'est Gaz Électricité de Grenoble, donc une société de la ville de Grenoble, qui permet de mener des politiques publiques, y compris de production d'énergie, de renouvelable, bien sûr. C'est aussi la ville dans les politiques d'aménagement, je citerai quelques exemples réussis, la ville qui peut mener à travers des incitations de l'éducation à différents niveaux, de quartiers, d'écoles, etc. Et puis la ville organisatrice de la mobilité, avec aussi des plans territoriaux, donc air, énergie, climat aujourd'hui, avec des objectifs qu'il faudrait mettre à jour, parce qu'ils sont un peu dépassés, les 3 x 20. Aujourd'hui, c'est encore mieux que ça, avec une vision de long terme, ce que j'exprimais. Donc 2050, vous voyez qu'entre 2005 et 2050, sur l'ensemble de l'agglomération, on contribue en tant que ville-centre, la ville de Grenoble, 160 000 habitants, à une politique d'agglomération de 450 000 habitants qui se dote d'outils de suivi. Ça, c'est très important de pouvoir engager des politiques en sachant quel est leur impact et est-ce qu'on est bien au rythme souhaité pour aller vers les objectifs dont on parle. Parce que je vais citer des exemples. 1000 logements par an réhabilités au niveau thermique. Donc on a aujourd'hui des aides financières publiques qui viennent subventionner des travaux pour les copropriétés à hauteur de 10, 15, 20% selon les revenus. Parfois ça va jusqu'à 50% quand on a des copropriétaires en dessous de certains plafonds. Donc il existe un ensemble de financements qui permettent de mener des travaux. Ces travaux, ils sont quand même de 10, 15, 20 000 euros par logement. Donc c'est significatif. Mais on peut les faire à l'échelle, on va dire, massive aujourd'hui. 1000 logements dans les copropriétés à Grenoble, dans l'agglomération par an. 1000 logements réhabilités au niveau thermique BBC chez les bailleurs sociaux. Donc ça fait donc 2000. Il faudrait encore un peu plus. Mais si vous voulez, ça veut dire qu'on mesure ce que l'on fait, on mesure les performances et on sait où on va à travers des objectifs chiffrés et étalés dans le temps. Au niveau de Grenoble, ville-centre, schéma le bleu, et rouge, l'agglomération hors industrielle. Quelques éléments d'action aussi. Nous travaillons à différentes échelles. Et on a commencé il y a 20 ans, j'étais à l'époque déjà élu, et on a commencé sur les bâtiments propres de la ville. C'est 400 bâtiments, les écoles, les musées, les gymnases, toutes sortes de bâtiments qui sont de la propriété de la ville. On dit maître d'ouvrage ville. Et là, on a des résultats. En 20 ans, on a réduit de 20% les consommations énergétiques. On n'a pas fait des travaux significatifs pour faire ça. C'est ce qui reste devant nous. Donc ça veut dire qu'on commence petit, on pilote, on programme, on change les lampes, on fait des petites choses. Et après, quand on va aller plus loin, c'est des travaux un peu plus ambitieux. Typiquement aujourd'hui, on travaille sur des écoles que l'on retape au niveau thermique, avec des ambitions énergétiques. Là, on investit 2 millions d'euros sur l'école, en sachant qu'on en a 80. Il y a encore un peu de temps avant de tout faire. Par contre, les neuves, on les fait à énergie positive et on va travailler aussi sur la question de l'air intérieur. On a commencé au centre de la cible nos propres bâtiments, 400. On a étendu l'action sur du logement social, parce que là, la commune, elle est administratrice de bailleurs de logements sociaux. Donc, on a la possibilité de travailler sur un parc plus large, 20 000 logements. Et en plus, il y a une dimension sociale, donc maîtrise des charges. Ça vaut le coup de travailler sur ces réhabilitations avec des subventions publiques. Et puis, on a travaillé après sur l'ensemble des copropriétés, des maisons. Aujourd'hui, avant, on était réservé aux copropriétés. Maintenant, on inclut les maisons. Murmure 2, c'est le programme de la métropole de Grenoble. Donc, c'est des références. Vous pouvez aller sur Internet si vous voulez avoir plus de précision sur les types de travaux, les types d'ambitions. Donc, vous avez des photos d'un logement social réhabilité. Donc, vous voyez, en plus, l'esthétique est présente. Donc, ça, c'est une isolation par l'extérieur.
qui permet d'avoir des objectifs thermiques extrêmement intéressants. Ça marche l'hiver, mais aussi l'été, il fait meilleur, le bâtiment s'échauffe moins vite, en cas de canicule, c'est intéressant. Donc du confort en plus. Je vous disais qu'on travaille aussi sur les aspects qualité de l'air, et donc là je vous ai représenté la mesure de la teneur en PM10 et les poussières à un point de circulation de la ville de Grenoble, et on voit quoi là sur ce schéma, qu'il y a des pics, et ces pics il faut les réduire en durée, c'est la longueur, en hauteur c'est l'amplitude, donc un travail à faire, et on a engagé, on est en expérimentation avec la communauté de Strasbourg, l'agglomération de Strasbourg, l'agglomération de Grenoble. On va tester en premier les fameuses pastilles royales, avec donc en cas de... Donc, par rapport à la situation actuelle, que vous connaissez ici aussi, c'est le même arrêté interpréfectoral puisqu'il est régional, il existe donc une procédure d'information après de réduction de vitesse. L'idée, c'est d'anticiper, donc d'aller plus vite dans les mesures pour limiter la vitesse plus tôt. Et ensuite, l'idée, c'est de n'autoriser à circuler que des véhicules les moins polluants, donc de 1 à 5 d'abord, il y a 6 vignettes, hein, donc de 1 à 5 d'abord pour 12 jours par an et 4-5 jours par an en moyenne, et bien de 1 à 3, c'est-à-dire qu'il resterait 4, 5, 6, c'est 25% des véhicules les plus polluants qui ne pourraient pas rouler ces jours-là. Donc voilà des choses que nous allons expérimenter, c'est prévu en 2016. Dernier transparent, un petit peu technique, mais qui résume les performances du neuf. Donc, je vous ai présenté des politiques publiques sur la réhabilitation. C'est l'essentiel du travail à faire, mais sachez que dans une ville, je pense à Grenoble et à Lyon, c'est pareil, on renouvelle à peu près 1% des bâtiments chaque année. Et donc, sur ce 1%, il faut vraiment qu'il soit le plus pointu possible, c'est-à-dire le moins émetteur possible de gaz à effet de serre, le moins consommateur d'énergie. Et sur ce schéma, j'ai représenté l'évolution des différentes réglementations thermiques. RT, ça veut dire réglementation thermique, en 2000, en 2005, en 2012. Aujourd'hui, on est à RT 2012. Ce qui se passe au niveau national, c'est que certains lobbies ont poussé à ce que cette réglementation tarde à s'appliquer. Aujourd'hui, elle est RT 2012 plus 15%, c'est-à-dire qu'on relâche la bride, on élève le plafond maximal, donc ça veut dire qu'on consomme plus en réalité. Jusqu'en 2017, c'est possible de construire ce type de bâtiment. À Grenoble, on a fait le contraire. On a dit que sur nos opérations d'urbanisme, au lieu d'autoriser la RT, quand on a fait la ZAC de Bonn, on a ici dit on divise par 2 la réglementation pour cette opération d'urbanisme. Alors là, au début, on nous disait mais vous êtes complètement fous, on ne sait pas faire, ça s'est jamais fait. Et 1000 logements, hein, 1000 logements. Donc on a tenu bon, et aujourd'hui, alors je ne dis pas qu'on est pile pour les 1000 logements ici, il y en a 200 qui sont là, il y en a plutôt ici, mais ça a fait un progrès énorme. Et on continue à travers nos différentes opérations d'urbanisme. L'objectif, il est là, celui des lois Grenelle, des bâtiments énergie positive, et donc on s'inscrit bien dans cette démarche-là, et on a voté en modification du PLU Grenoble juste avant que ça passe à l'agglomération, parce que c'était encore communal, le PLU jusqu'en 2014. On a voté que pour les nouvelles constructions à Grenoble, et aujourd'hui les permis de construire que je signe en tant qu'adjoint urbaniste, il y a 500 logements depuis le début de l'année, qui sont à la norme BBC moins 20%, RT 2012 moins 20%. Donc on a 35%, je vous dis qu'au niveau national on lâchait 15%, comme on a 20% de moins, donc ça s'ajoute, eh bien, gros, hein. Et donc on est à BBC moins 20%, et on dit que pour nos nouvelles opérations, on va bien sûr les situer encore en dessous de ce plafond, qui est aujourd'hui le droit commun à Grenoble. On a la ZAC Flaubert, qui est partie comme ça avant qu'on arrive, mais on est en train de la positionner en dessous, et donc l'idée c'est bien de poursuivre les efforts sans cesse pour qu'on ait des bâtiments énergie positive. On va en faire certains, les écoles, mais on va aller dans ce sens-là, et l'idée c'est que le PLU de l'agglomération de Grenoble puisse intégrer les bâtiments énergie positive le plus possible. L'idée c'est bien qu'en 2019, quand le PLU sera adopté, on se situe bien en dessous. C'est tout pour les transparents. Donc en conclusion, ce que je dirais c'est qu'on a là des actions assez transversales, et donc en tant qu'adjoint à la transition énergétique, je travaille avec plusieurs collègues.
l'adjointe à la santé, l'adjoint aux écoles, l'adjoint à l'urbanisme, ça va, c'est moi, c'est plus facile, mais aussi la vice-présidente au logement de l'agglomération. Donc ce sont des politiques transversales où il faut avoir un objectif lointain, 2050, ça nous fixe un cap, et ensuite ça nous permet d'adapter nos politiques. On a vu le chemin qu'on a commencé à prendre, qu'il faut maintenant amplifier, et c'est pour ça qu'on a des projets de type autoroute à vélo à Grenoble, donc récupérer de l'espace occupé par les automobiles qui vont être dédiés au cycle. Et l'idée, c'est de pouvoir se déplacer en sécurité rapidement sur ces grands axes de la ville. Voilà. Merci. Donc rapidement, quelques éléments qui font écho à la présentation qui a été faite de ce qu'est un plan climat-énergie-territoire sur Lyon, et aussi Chloé l'évoquait sur Saint-Étienne Métropole. Donc l'Université de Lyon a adhéré aux 2 plans climat-énergie territoriaux, donc le 13 octobre celui de Saint-Étienne et le 12 novembre, donc c'est encore tout récent, tout chaud, voilà, au PCET du Grand Lyon. Donc, quelques éléments, vous avez un verbatim donc, du président de l'Université de Lyon, Khaled Bouabdallah. Ce qui était important dans cette adhésion de l'Université de Lyon au PCET, c'était effectivement valoriser l'engagement d'un territoire qui pèse sur l'agglomération, donc avec les chiffres qui ont été rappelés tout à l'heure, près d'1,4 million de mètres carrés de patrimoine bâti, 130 000 étudiants, donc quelque part on rapproche l'Université de Lyon, c'est une ville dans la ville finalement, et d'ordre, pour avoir un point de comparaison sur la facture énergétique et la consommation d'énergie, l'Université de Lyon c'est à peu près équivalent aux HCL, les hôpitaux de Lyon, donc ça donne un ordre de grandeur. Donc il était important pour valoriser l'engagement de l'université et puis vis-à-vis de l'exemplarité que cet acteur effectivement s'engage sur le territoire et aux côtés des acteurs du territoire, donc les entreprises, les associations, les collectivités s'engagent également dans cette démarche de PCET. Alors l'idée c'est d'avoir quelques focus à chaque fois sur Saint-Étienne et sur Lyon. Je veux bien que vous passiez le slide suivant, donc sur Saint-Étienne, parce qu'on a beaucoup évoqué avec les interventions précédentes les enjeux énergétiques qui se jouent beaucoup sur le patrimoine immobilier d'une part et puis sur la mobilité et les déplacements d'autre part. L'illustration de quelques exemples d'actions permet aussi de vous montrer d'autres moyens et d'autres leviers d'action également pour jouer sur ces économies d'énergie, sachant que le patrimoine reste effectivement un enjeu extrêmement fort, que ce soit sur Saint-Étienne ou sur Lyon. Les campus étudiants sont majoritairement engagés dans des travaux de réhabilitation du patrimoine bâti, donc pour optimiser notamment l'enveloppe thermique des bâtiments, avec les exemples qui ont été évoqués de la collectivité de la ville de Grenoble. C'est équivalent en termes d'université. On cherche aussi à agir sur l'enveloppe thermique, sur les réductions de chauffage. Donc avec des enjeux qui se jouent notamment sur le campus Tréfilerie, donc c'est en plein cœur l'université Jean Monnet qui est donc un des adhérents de l'université de Lyon sur Saint-Étienne. La mobilité, c'est un exemple également important pour Saint-Étienne. Il y a un plan de déplacement PDIC, plan de déplacement inter-établissement qui se joue sur les campus, qui mobilise l'université Jean Monnet et l'École nationale d'ingénieurs de Saint-Étienne, l'ENISE, qui sont membres de la commune. Ça va au-delà avec d'autres établissements du site stéphanois, peut-être que certains d'entre vous les connaissent. Il y a également l'école des mines, l'école d'archi, l'école des beaux-arts, etc. Et ils se sont tous mobilisés pour définir ce plan de mobilité avec des actions qui portent bien entendu sur le covoiturage en direction des étudiants, sur également des sites dédiés d'autopartage à proximité des différents campus stéphanois, sur également de la mise à disposition pour les personnels qui le souhaitent de véhicules électriques et de vélos également électriques, pour citer en tous les cas ces actions de déplacement. D'autres actions plus spécifiques, quand on parle université, c'est beaucoup d'établissements de recherche avec des laboratoires et donc des équipements qui sont souvent, on qualifie de très énergivores. Et donc il y a des moyens divers qui existent, comme ceux qui sont cités là, récupération de chaleur, donc qui visent à transformer, on va dire, la consommation électrique récupérée en système calorifique pour chauffer un certain nombre de bâtiments de recherche ou d'université à partir des équipements les plus énergivores. Quelques actions également liées aux espaces verts, puisque les campus
En général, sont des espaces également végétalisés, merci. Et donc il y a des actions dont l'ENISE notamment valorise donc, sur le site avec la mise en pâturage de moutons. Qui est un des exemples qui vise justement à supprimer la fauche, donc tout ce qui est consommation électrique à travers ces moutons. Il y a une officialisation, je crois, le 1er décembre prochain, justement pour l'accueil de ces individus moutons sur le site Paro de l'ENISE. Dernier point, vous voyez le Crous de Lyon, c'est la façon dont maintenant on l'intitule, le Crous de Lyon est également mobilisé à Saint-Étienne et s'associe aux différentes actions d'adhésion des établissements au PCET à travers le logement étudiant, donc là aussi qui porte sur soit des enjeux de rénovation, soit de construction neuf de logements qui optimisent les énergies renouvelables avec en général des panneaux solaires mis sur les résidences étudiantes et également sur la restauration. Il y a des actions importantes qui ont été évoquées tout à l'heure par Bruno Charles, qui visent effectivement à remettre le bio au cœur de la restauration et à privilégier les circuits courts plutôt que de s'approvisionner effectivement à plusieurs centaines de kilomètres, voire plusieurs milliers de kilomètres parfois pour les repas servis dans les restaurants universitaires. Donc ça c'est une première action. Et un autre sujet c'est le tri, tout ce qui concerne le tri sélectif, la chasse au gaspillage, que l'on retrouve également dans les actions soutenues par le Crous de Lyon sur les restaurants universitaires. Dernier focus et dernier slide, donc cette fois c'est sur l'adhésion du PCET de Lyon, donc ça n'a peut-être pas été souligné, mais donc ça vient en complément. Le PCET s'est structuré comme un portefeuille d'actions, il y a 26 actions, dont une nouvelle importante qui porte sur le volet adaptation, puisqu'on est maintenant convaincu qu'il y a un changement climatique en place et donc il faut œuvrer sur le territoire pour s'adapter à ce changement climatique. Donc en visibilité, dernier slide, voilà, les actions d'adhésion de l'Université de Lyon. Elles portent à nouveau essentiellement sur des actions de réhabilitation et de rénovation du patrimoine bâti qui concernent tous les campus globalement du site avec des aides, là encore, de l'État qui portent notamment sur un tiers du patrimoine bâti. Donc un tiers, il reste tout le reste, me direz-vous, mais c'est déjà important avec des actions qui permettent d'avoir des ambitions à horizon 2020 de réduction importante des consommations de chauffage, par exemple, ou des consommations énergétiques plus globalement via ces travaux de réhabilitation. Autre aspect du PCET de Lyon sur lequel s'inscrivent les établissements, c'est la partie liée au réseau de chaleur, donc l'optimisation énergétique et réduction des consommations d'énergie dite primaire, avec un exemple qui est intéressant encore à avoir en tête sur le campus de la Doua. Il y a un mini réseau de chaleur qui a été créé à partir du plus gros centre de calcul, l'IN2P3 du CNRS, sur le site de la Doua. Donc on récupère l'énergie des serveurs informatiques pour effectivement créer un mini réseau de chaleur qui permet à terme de chauffer un bâtiment de recherche en chimie et biologie. Entre 60% et jusqu'à 100% du chauffage sera possible sur ce bâtiment grâce à cette récupération de chaleur des serveurs informatiques. Autre action intéressante, c'est la filière bâtiment durable et métiers verts. Donc là, c'est l'université en partenariat avec la collectivité et la maison de l'emploi et de la formation de Lyon, qui systématiquement, dans les marchés de travaux justement qui ont lieu sur les campus, inscrivent des clauses d'insertion sociale pour accompagner les publics souvent éloignés de l'emploi ou des métiers ciblés du bâtiment sur par exemple l'isolation, l'étanchéité thermique qu'on évoquait tout à l'heure, à travers des actions de formation pour obliger à travers ces marchés de travaux à accompagner en formation ces populations souvent éloignées de l'emploi. Recherche et innovation, c'est un volet important dans le volet 5.1 dit l'énergie industrielle. Il est important de souligner en fait et d'avoir en tête que quand on parle de l'Université de Lyon, c'est notamment des chercheurs, des enseignants-chercheurs, et donc il y a beaucoup de nombreux projets d'expérimentation, des projets partenariaux qui associent les laboratoires, qui associent les entreprises, qui ont lieu sur les terrains d'expérimentation, en partenariat aussi avec le territoire et la collectivité souvent. Pour ne citer qu'un, Smart Electric Lyon, qui vise en partenariat avec EDF, l'ADEME, à optimiser tout ce qui est consommation d'énergie, là encore, auprès des usagers. Il y a beaucoup d'exemples. Les campus eux-mêmes du territoire, progressivement, deviennent aussi des démonstrateurs en mobilisant les laboratoires de recherche
et en innovant sur un certain nombre de sujets directement sur les campus et en mobilisant souvent aussi les étudiants. Et enfin, sur ce volet adaptation qui est nouveau et qui est une action complémentaire au portefeuille d'action du PCET de Lyon, on peut citer plusieurs initiatives. Pratiquement tous les établissements aujourd'hui travaillent sur la gestion des eaux pluviales au niveau des campus. Donc il s'agit de limiter les rejets de ces eaux dans le réseau urbain qui aujourd'hui arrive à saturation et au contraire de travailler sur des outils de récupération de ces eaux pluviales sur les campus pour les réinjecter parfois dans des circuits par exemple de refroidissement dans les équipements de recherche du campus. La gestion des espaces verts, j'ai cité tout à l'heure les moutons au niveau de Saint-Étienne. Il faut savoir que ces moutons initialement existent à l'ENS sur le site Descartes. Il y a toute une organisation et un fonctionnement des espaces verts sur Lyon-Tech-Ladoix et sur l'ENS qui optimise les massifs, les plantations et qui vise par les choix de plantation, le replantage souvent aussi, qui permettent zéro produit phytosanitaire utilisé sur ces campus et qui permettent véritablement de limiter, on va dire, au maximum les entretiens. L'ENS, c'est 10 000 € par an uniquement d'entretien des espaces verts, ce qui est assez remarquable et exemplaire au niveau des campus. Et dernier point, sur le volet adaptation, il y a un service dédié de l'Université de Lyon qui s'appelle Sciences et Société et qui régulièrement mobilise les citoyens, donc à travers des consultations citoyennes. Ça a eu lieu en 2014 au niveau de Villeurbanne et au niveau de Lyon. Interpellation des citoyens, implication avec des chercheurs dans la modélisation, comment on s'adapte, quelles sont vos actions et quels sont les usages dans les villes pour progressivement construire un observatoire local du climat au niveau du territoire. Voilà, il y a pas mal d'autres actions, mais j'en ai sélectionné quelques-unes pour donner à voir ce que l'université peut également à son niveau agir sur le climat. Donc je suis Blandine Roland de l'université Jean Moulin Lyon 3. L'université Jean Moulin Lyon 3 est donc l'un des 12 adhérents à l'UDL, à l'université de Lyon, dont la démarche a été présentée précédemment. Alors pour rappeler juste quelques chiffres, Lyon 3 est une université en sciences sociales et humaines, avec des filières de droit, management, économique, philo, langue et lettres, et puis un IUT. Donc nous avons 26 000 étudiants, 26 800 étudiants et du point de vue du bâti, environ 100 000 m² de bâti avec très peu d'espace vert puisqu'on est en plein centre-ville. Donc il y a 3 rosiers qui se courent après ici et on n'aura pas de moutons. Qui mangerait les rosiers. Qui mangerait les rosiers. L'université Jean Moulin Lyon 3 est investie sur la question du développement durable et aussi de la responsabilité sociale, responsabilité sociétale. Par le biais de notre adhésion à l'UDL et par le biais de l'adhésion à l'UDL au plan climat, énergie, territoire, il est évident qu'on développe des actions. On n'avait pas attendu l'adhésion pour développer ces actions en faveur du développement durable, de la responsabilité sociale, puisque c'est la législation qui nous en fait l'obligation, à travers ce que vous avez déjà cité, ce qu'on appelle le plan vert. Le plan vert est une exigence de la loi Grenelle 1 de 2009. Ce plan vert, ça veut dire que l'université doit développer une réflexion et des outils à travers 5 axes que je vous précise. Il y a un axe de gouvernance, c'est-à-dire comment se structure la gouvernance par rapport au développement durable, un axe de formation, un axe recherche, un axe de gestion environnementale et un axe d'ancrage territorial, politique, social. Alors, si je parle de ce plan vert, c'est que pour nous, c'est l'outil de base, l'outil, voilà, le pivot de tout ce qu'on peut développer en matière de transition énergétique, développement durable. On se réfère à notre plan vert et on essaye de mettre en œuvre le plan vert avec les suggestions qui nous sont faites par la conférence des présidents d'université, la conférence des grandes écoles, qui a mis en place ce référentiel, ce plan vert. Ce qui fait qu'au niveau des outils, puisque le sujet de ce soir, c'est les outils pour le climat, moi j'en ai distingué deux grands outils. On a des outils directs pour le climat et on a des outils indirects. Sachant que les outils directs, c'est peut-être pas, le cœur de notre métier, c'est des outils indirects qui correspondent plutôt à notre cœur de métier. Donc je vais parler rapidement des outils directs. Les outils directs, c'est justement ce dont je parle, c'est-à-dire le bilan gaz à effet de serre, puisque comme toutes les grandes entités, les grandes entreprises, y compris publiques, nous devons élaborer un bilan de gaz à effet de serre
avec un plan d'action pour réduire les gaz à effet de serre. Alors, on a un précédent bilan des gaz à effet de serre, un précédent plan d'action, et on est en train de développer le prochain, puisqu'il doit être renouvelé tous les 3 ans. Donc, on est en train de travailler, donc je ne peux pas trop vous en parler, puisqu'on est en train de travailler dessus, le prochain bilan des gaz à effet de serre et le prochain plan d'action. Et maintenant, on va se caler avec l'IDL, avec les démarches de l'IDL pour être en harmonie. Donc ça, c'est un outil direct, puisque à travers ce plan d'action, on essaye de faire réduire les émissions de gaz à effet de serre, on essaye de trouver des leviers, on essaye de trouver des actions, réduction des déchets, développement du covoiturage, voilà, on essaye de voir tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut favoriser à l'université. On a mis en place une flotte de vélos d'ailleurs pour le personnel, pour éviter qu'ils utilisent leur véhicule pour faire des déplacements intersites sur Lyon. Alors pas sur notre campus de Bourg, c'est un peu loin d'y aller en vélo, mais entre les sites de Lyon. Dans le cadre de ces outils directs, il y a un autre outil direct, c'est un outil de sensibilisation, c'est ce qu'on appelle la campagne des éco-gestes. Depuis la rentrée, on a lancé une campagne d'éco-gestes. Donc c'est mon adjointe qui est pas là ce soir, mais qui porte cette campagne d'éco-gestes. C'est-à-dire que chaque mois, on a un éco-geste différent qui est décliné avec différents... Il y a quelques mots d'ordre, quelques petits signaux, et ensuite quelques actions, des animations. Le premier éco-geste portait sur l'informatique, une meilleure gestion du parc informatique. Les consignes, c'était éteignez votre écran, éteignez l'ordinateur le soir en partant. Bon, tout le monde ne le fait pas. Au mois de novembre, actuellement, on a un éco-geste sur la réduction des déchets, puisque c'est la semaine de la réduction des déchets. Donc, avec des petites consignes, ne jetez pas de papier, récupérez-le, recyclez-le, utilisez la face blanche pour vos impressions, voilà, des choses de ce genre. Ensuite, on aura un éco-geste économie d'énergie, un éco-geste campus propre, un éco-geste sur le tri et le recyclage. Alors, chaque éco-geste, on essaye de le caler avec d'autres événements qui ont lieu en extérieur. Donc, ce n'est pas des éco-gestes qui tombent du ciel comme ça, mais on essaye de les caler. Donc, l'éco-geste réduction des déchets, c'est à cause de la semaine européenne de réduction des déchets. On aura un éco-geste sur les modes doux alternatifs de transport qu'on va essayer de caler avec le challenge mobilité, puisqu'on est partie active dans le challenge mobilité Rhône-Alpes. On était 5e l'année dernière, 5e des établissements de plus de 1000 salariés. Donc on essaye d'améliorer notre position. Et donc on va avoir un éco-geste mode doux alternatif de transport au moment du challenge mobilité. Et puis on aura des éco-gestes sur le handicap parce que pour nous, le développement durable, c'est pas uniquement la nature, la transition énergétique, c'est aussi l'attention aux autres. C'est important, les autres, c'est la personne humaine. Et donc on va inclure des éco-gestes sur le handicap. Pour inclure les personnes handicapées. Inclure davantage, on le fait déjà, mais il faut le mettre en avant. Donc voilà pour la campagne des éco-gestes qui sont, à mon avis, des outils directs parce qu'on va essayer d'avoir des résultats. Alors après se pose la question des indicateurs. Sur certains éco-gestes, on a un peu de mal sur les indicateurs et surtout des indicateurs qui seront fiables pour nous dire si vraiment on a réduit notre consommation de gaz à effet de serre par rapport à tel ou tel geste. Alors, je voudrais en venir aux outils indirects, ce que j'appelle les outils indirects, c'est-à-dire ce qui correspond à notre cœur de métier, et à l'axe 2 et 3 du plan vert, c'est notre cœur de métier, l'université a pour métier de faire de la formation et de la recherche. Et donc, notre idée, l'idée qui est portée par le président Combi, le président de l'université Jean Moulin Lyon 3, c'est de mettre l'accent sur la formation et sur la recherche en matière de développement durable, de transition énergétique et de responsabilité sociale. Ce qui fait que voilà, on a développé un certain nombre de diplômes qui existaient déjà. On favorise le développement de diplômes pour former, puisque notre métier, c'est de former des cadres, des managers, des philosophes, des juristes. Et donc, on essaye de leur offrir des diplômes, de leur offrir des masters 2, notamment des masters spécialisés. Donc, on a des masters emblématiques. Le master droit d'environnement, qui est déjà très ancien à Lyon 3. Le master RISE, ce qui veut dire risque, sécurité, risque environnement, et qui est cohabilité avec l'université Lyon 2, avec l'école centrale de Lyon. Donc ça, c'est un master emblématique puisqu'il est cohabilité à 3 établissements lyonnais. Et qu'il s'adresse aussi bien à des juristes qu'à des ingénieurs. Ils sont mixés, le public est un public mixé. Nous avons aussi le master éthique et développement durable, qui est piloté par les philosophes, par la fac de philosophie. Donc pour essayer de donner cette dimension de recherche et de formation à des étudiants de 5e année. Et puis à l'IAE, à l'école de management de Lyon 3, nous avons un master sécurité industrielle, environnement, certification, et un master audit social et développement durable, qui ont cette thématique et qui ont cette approche de développement durable, de sensibiliser et de former les cadres et les managers à ces problématiques pour qu'ensuite ils aillent les mettre en œuvre dans les entreprises où ils seront embauchés.
Donc ça, c'est l'aspect formation. Et il y a un projet, je porte un projet bon, qui pour l'instant n'est pas encore on va dire, adopté et vraiment mis en place, mais j'ai mis en avant un projet de développer ce qu'on appelle des unités libres, une unité libre, c'est-à-dire des matières qui seraient choisies librement par les étudiants à la carte et par les étudiants qui le souhaiteraient, une unité libre en matière de développement durable et de responsabilité sociale. C'est-à-dire qu'un étudiant, quelle que soit son inscription, quel que soit son niveau d'inscription, licence ou master, qu'il soit en droit, en philo, en économie, gestion, à la fac de langue, à la fac de lettres, pourrait choisir, dans le cadre de ce qu'on appelle maintenant les unités libres, une formation sur le développement durable, la transition énergétique et la responsabilité sociale. Donc c'est à l'étude, c'est un projet que j'ai lancé et j'aimerais bien voir ça. Parce que ça permettrait de sensibiliser tous les étudiants qui souhaitent, et pas seulement ceux qui sont inscrits dans le Master 2 qui va bien. Parce que bon, on a 4, 5, 6 Master 2 vraiment spécialisés là-dedans, mais on voudrait être plus large, avoir un public plus large à travers cette unité. Et pour finir, la recherche, puisque notre deuxième cœur de métier, c'est la recherche, on a plusieurs axes de recherche qui se raccrochent au développement durable. Il y a un axe de recherche interne à Lyon 3, ville et environnement. Donc, d'autres axes de recherche. Sur la ville, environnement, on essaye de provoquer des recherches, de susciter des recherches, et on accompagne les recherches sur ces thématiques ville-environnement. Et puis comme Lyon 3 appartient à l'UDL, donc à le site des universités lyonnaises et des établissements lyonnais, on participe aussi à ce qu'on appelle l'IDEX, qui est une demande de financement pour des projets de recherche d'excellence. Donc on participe à l'IDEX, et un des axes de l'IDEX, c'est risque et environnement. Donc c'est un peu la même thématique qu'on a en interne, risque et environnement, et là il y a des projets qui ont été déposés par des chercheurs de Lyon 3, en partenariat avec des chercheurs d'autres universités, sur ces thématiques risque et environnement. L'idée étant de développer une recherche sur cette transition énergétique, sur le climat. Bon, c'est indirect, c'est-à-dire c'est de la recherche qui va venir ensuite favoriser des mesures en faveur du climat. C'est de la formation qui va venir favoriser des actions en faveur du climat. Je ne prétends pas qu'on ait des actions vraiment directes. On a des actions directes dans les projets de bilan gaz à effet de serre. Mais ce qui est plus important pour nous encore, c'est d'arriver à former les futurs cadres, les futurs managers sur ces thématiques. Je souscris tellement à la démarche que je pense qu'il faut qu'elle démarre sur des bases très solides, notamment sur les données climatiques. Donc dans l'association que j'ai créée, on a voulu, avant de se rendre au public, vraiment être sûr de ce qu'on avançait. Donc on a relu toutes les données du GIEC, on a relu le rapport Meadows, on a relu plein de choses qui sont à la source des données sur le climat. Et tout à l'heure, on parlait des 2 degrés. En fait, les 2 degrés ne sont pas du tout la température à partir de laquelle les choses deviennent irréversibles, hein, pardonnez-moi. Parce que les choses sont irréversibles par nature, en ce qui concerne le climat. Et en fait, on parle d'irréversible. J'ai voulu confirmer ça, j'ai posé la semaine dernière la question à une climatologue au Collège de France. Il y avait un colloque sur l'Anthropocène, vous y étiez peut-être. Et voilà, donc cette question de l'irréversibilité, elle est à ce point importante qu'en fait, il y a une inertie climatique pour la chaleur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on émet du CO2 dans l'atmosphère, l'atmosphère ne se réchauffe pas immédiatement, elle met un certain temps, comme quand on allume son feu dans une pièce, la pièce n'est pas chaude immédiatement, vous imaginez, c'est la même chose. Donc l'inertie climatique pour le climat, juste pour la chaleur, elle est de 40 ans. Cela veut dire que pour nous, quand on a émis un niveau X de CO2 dans l'atmosphère, la réaction totale de l'atmosphère juste pour la chaleur, elle est 40 années plus tard. Donc aujourd'hui, on s'inquiète d'un climat, en 2015, qui correspond à la teneur de CO2 de 1975, en gros. Ça veut dire aussi que ce qu'on fait aujourd'hui en termes de réduction immédiate d'émissions de CO2 aura un effet sur la chaleur en 2055. Grosso modo, c'est une approximation, mais c'est ça la fourchette. Donc, c'est une perspective où non seulement il y a des phénomènes irréversibles, c'est-à-dire que quand on émet, la molécule elle y est, donc elle réchauffe l'atmosphère, mais en plus elle met un certain temps à avoir l'effet. Ça c'est une question importante parce qu'il faut savoir, donc dans la perspective de mettre en œuvre ça sur du long terme, il faut savoir que les effets positifs de ce qu'on fait aujourd'hui ne seront pas franchement visibles immédiatement, même pas du tout. Bon, la première chose.
La deuxième chose, c'est qu'on a lu les petites lignes aussi de certains rapports du GIEC et de l'ONU qu'ils ont publiés en commun en mois de mai. C'est très récent. Donc là, en fait, la valeur des 2 degrés est une valeur politique et médiatique, mais qui n'a jamais été validée scientifiquement, sur aucun critère. Cette valeur-là ne dit rien. C'est juste un choix. Donc les scientifiques du GIEC et de l'ONU ont estimé qu'en fait les effets systémiques chaotiques, c'est-à-dire la température à partir de laquelle le climat dérive vers de l'imprévisibilité totale, c'est pas 2 degrés, ce serait plutôt 1,5. Ça c'est, je pourrais vous envoyer si vous voulez le rapport, il est signé de l'ONU et du GIEC, on est très prudent avec ça, c'est pareil, j'ai vérifié cette donnée avec beaucoup de climatologues. Donc on est sur une communication de la COP21 qui n'est pas tout à fait celle que je vous dis là, mais pour être en contact direct avec, plus ou moins direct avec Jean Jouzel, avec d'autres personnes, d'autres climatologues, Jean Jouzel a exprimé la semaine dernière sur France 4, mardi dernier, qu'effectivement, donc ça y est, après plusieurs mois où il ne l'a pas dit, ça y est, il l'a dit, probablement on ne resterait pas en dessous des 2 degrés. Pour nous, c'est acquis qu'on ne restera pas en dessous des 2 degrés. Et si Jean Jouzel le dit, voilà, c'est qu'effectivement, c'était pas forcément le premier à le dire, c'est pour ça que je souligne. Dernier truc par rapport à la modification de nos comportements, à laquelle je souscris vraiment, il y a certaines orientations sur lesquelles on a des retours d'expérience, je pense à vous en particulier, par rapport à Négawatt. Les retours d'expérience qu'on a sur les énergies renouvelables ne sont pas forcément hyper favorables, ne serait-ce qu'en termes d'émissions de carbone totales. Donc on se retrouve aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on se retrouve aujourd'hui avec l'Allemagne qui a fait une transition énergétique avec plusieurs années d'expérimentation réelle, du coup, et qui est maintenant dans les chiffres avec une difficulté double, c'est que l'énergie n'a jamais coûté aussi cher pour le citoyen, première chose, et la deuxième chose, c'est qu'en termes d'émissions de CO2 totales, c'est pas positif pour l'instant. Là, par contre, sur le début, je veux bien, avec des nuances, là c'est faux. Je veux bien entrer en débat. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de guillemets sur le retour d'expérience allemande. Pourquoi il y a eu un recours au charbon en Allemagne? Ce recours au charbon date d'avant le choix de quitter le nucléaire. Et c'est qu'il y avait beaucoup de centrales au gaz qui étaient prévues. L'explosion des gaz de schiste aux États-Unis a fait tomber le prix du charbon, en fait. Et le charbon est devenu tellement peu cher que les Allemands ont simplement laissé leurs centrales au gaz intactes et ils ont créé des centrales au charbon, ça coûtait moins cher. Par exemple, Engie, en 2013, a mis en actif, comment ça s'appelle, actif qui a valeur zéro, quoi, 13 milliards d'euros de centrales au gaz. Donc le recours au charbon ne vient pas du tout du choix de sortir du nucléaire, j'entends bien, mais vient d'un phénomène d'effondrement du prix du charbon dû à l'explosion des gaz de schiste aux États-Unis, ce qui fait qu'il y a eu un recours massif au charbon en raison du prix bas. Et aujourd'hui, les Allemands ont décidé de fermer leurs centrales de charbon les plus polluantes. Quant au prix de l'énergie allemand, l'électricité, attention, on parle de quoi? Là, on parle d'électricité. Il faut savoir que les Allemands, d'abord le prix au marché de gros, c'est sur Internet, hein, vous cherchez le prix de marché de gros, le prix en Allemagne est 10 mois sur 12 moins cher en prix de gros que le prix français. Simplement, les Allemands surpayent l'électricité, c'est-à-dire que les foyers, en fait, leur facture énergétique est identique. parce qu'ils consomment 2 fois moins. Ils sont allés beaucoup plus tôt vers la sobriété, donc ils surpayent leur énergie, leur électricité, et les entreprises la sous-payent. C'est-à-dire qu'en fait, les usagers allemands subventionnent les entreprises allemandes. Et c'est pour ça que le coût unitaire de l'électricité pour les Allemands est 2 fois plus cher, alors que le prix de marché de gros est inférieur en France, parce que mais la facture pour un ménage reste identique. Les usagers financent les entreprises. C'est le choix qui a été fait en Allemagne. Donc c'est pas vrai de dire que l'énergie est 2 fois plus chère en Allemagne. Au prix de marché de gros, elle est moins chère. Mais la répartition des coûts entre les différents agents de la société est différente, avec des choix politiques. Mais comme ils sont allés avant nous sur la sobriété, le résultat, c'est qu'ils ne payent pas plus cher que nous en facture par ménage, tout en consommant 2 fois moins, donc en payant 2 fois plus, mais que le coût pour les ménages est identique. Par contre, ça subventionne largement leur industrie. J'entends bien, j'ai précisé que je n'allais pas rentrer dans le détail, effectivement. C'est important, ça change le sens. Vous avez raison. Ce que je voulais dire par rapport aux ENR, c'est que si effectivement on prend le bilan carbone et énergétique total, pour l'instant, ça peut changer, ça va changer puisque l'efficacité... Par rapport à quoi? Je vais revenir. Le bilan carbone total, par exemple, d'un panneau solaire tel qu'il est utilisé en Allemagne n'est pas favorable. Par rapport à quoi?
le bilan carbone total. Oui, mais pas, il n'est pas favorable par rapport à quoi? Par rapport au nucléaire, par rapport au pétrole? Ah non, il n'est pas gaz favorable en termes de taux de retour énergétique. Non, mais ça c'est faux. C'est faux, aussi. En 2-3 ans, on amortit l'investissement énergétique Alors, on du n'a panneau. pas les mêmes calculs. Sur l'Allemagne, on est proche d'un taux de retour énergétique on est proche du puits énergétique. Je ne vais pas vous embêter avec ça ce soir. L'énergétique, c'est on met autant d'énergie pour voilà, c'est ça. ce que génère le panneau dans sa durée de vie, mais c'est pas du tout ce qui. Là, c'est chiffré, il faudrait les étayer parce que. Je peux les étayer, on a ces données-là qui prennent en compte évidemment les sources de production en Chine. On a les données. Aujourd'hui, un panneau photovoltaïque, mes données, elles ont déjà presque 10 ans, mais il y a déjà 10 ans, un panneau produisait 7 à 8 fois d'énergie qui était par la quantité d'énergie nécessaire à sa fabrication en rapport à l'énergie qu'il produit, et le panneau produit 7 à 8 fois plus d'énergie que le coût énergétique de sa fabrication. Et c'était il y a 10 ans, et depuis il y a des gains de productivité énormes qui ont été faits. Donc là, non, je crois pas. Mais son démantèlement et le coût de son démantèlement. C'est ce que j'allais dire. Moi j'avais étudié un peu très loin, je suis pas scientifique, mais le coût du démantèlement était quand même important, et en termes de pollution, ces chiffres-là, Juste mais bon, je n'ai pas les chiffres derrière. Qui est plus puissant parce que. On est autour de 10 pour l'éolien, effectivement. Alors deux choses. Ouais. Le taux de retour énergétique nécessaire pour soutenir les sociétés dans lesquelles on vit est au-dessus de 10, 12, 14, ça dépend des estimations. Donc un panneau solaire n'y arrivera pas. Deuxième chose, le calcul du taux de retour énergétique. Je comprends pas cet argument. Oui. Nos sociétés, vous connaissez le taux de retour énergétique. Oui, non, mais quel est le rapport avec le taux de retour énergétique, ça dépend aussi de la consommation individuelle. Il y a beaucoup de variables là-dessus. Là, je m'inscris en faux là-dessus. Nos sociétés qui sont donc appuyées sur une consommation énergétique X ont besoin d'un taux de retour énergétique supérieur à 10, c'est estimé entre 12 et 14. À consommation ISO. Donc, voilà, c'est là que mon point est important, c'est que dans la perspective d'une transition, il faudra que tout le monde ajuste sa Les consommation. 101 MW, c'est bien sobriété, efficacité et on va produire en renouvelable le niveau de consommation actuel. On est là-dessus, on est très clair. Et on sait qu'il y a tellement de gaspillage énergétique que réduire d'un facteur même 2 en développant les usages de l'électricité, c'est possible en 2050. Tout ça, c'est des travaux, il suffit de prendre mégawatts par exemple, mais il y en a d'autres, ADEME, le scénario ADEME, etc. Donc, mais c'est justement ces disques-là. C'est ça que je suis d'accord. Il faut discuter je reviens tout ça. Juste au taux de retour énergétique du panneau solaire, ça c'est le calcul pour 6, 7, 8, c'est le calcul à sortie d'usine, sans tenir compte de l'installation et de la dépollution après l'utilisation, etc. Vraiment, en Allemagne, sur l'utilisation... comment la dépollution d'une centrale nucléaire? Mais c'est pareil, ça coûte très cher, c'est même impossible. Et donc, vous comparez quelque chose qui n'est pas comparable? Mais je ne compare pas avec une centrale nucléaire. Mais si vous intégrez le coût de démantèlement du panneau photovoltaïque, il faut le comparer à quoi? Au coût de démantèlement de la centrale au pétrole et de la centrale nucléaire. L'électricité aujourd'hui en France est 80% nucléaire. Comment vous faites pour comparer le démantèlement d'un panneau photovoltaïque, ou même d'une ferme photovoltaïque, et le coût de démantèlement d'une centrale? Je ne comprends pas votre calcul. Mais ce n'est pas la question, c'est la question de savoir dans quelle perspective d'adaptation on va. Il ne faut pas fantasmer ce qui est encore le cas, puisque c'est le discours de COP21. Attendez, le COP21 a dit les ENR sont des énergies primaires infinies. D'accord, ça c'est un slogan de COP21, c'est le slogan de l'exposition Solution 21 au Grand Palais. Donc moi mon discours c'est de dire il y aura du nucléaire, il y aura encore beaucoup de charbon, il y en a plein. Il y aura encore des panneaux solaires, il y aura encore des éoliennes, on va en faire, c'est un mix, évidemment. Ce que je tiens absolument à transmettre comme message, c'est que dans l'ensemble, de toute façon, nous allons devoir nous adapter en moins. Oui, mais ça, on est tous d'accord. Nous sommes tous d'accord. Et je tiens absolument à enlever le fantasme qui fait partie quand même de la communication écologique, dont on hérite encore aujourd'hui, mais qui n'est pas ce monde de demain qui est promis, entre guillemets, par les énergies renouvelables, tel que ça a été dit jusqu'à aujourd'hui. C'est ça le Il y a quelqu'un qui dit l'inverse et qui est sérieux, c'est Amaury Lovins. Je vous conseille réinventer le feu. Mais c'est un débat. Négawatt est toujours sur d'abord diminuer la consommation, ensuite par le travail sur les besoins. Comment on fait pour avoir moins de besoins d'énergie? C'est l'exemple en ville, 60% des déplacements automobiles font moins de 3 km. Mais ça, c'est pour changer, vous pouvez changer, passer à un moteur électrique, c'est pas ça qui va régler le problème. Pour moins de 3 km, vous pouvez peut-être le faire en vélo ou à pied. Donc ça, c'est effectivement la sobriété. Ensuite, l'efficacité, c'est effectivement le progrès technique. Donc, en l'occurrence, les moteurs consomment moins. Mais avant, il y a le travail sur la sobriété, on est tous d'accord. Modulo, Amaury Lovins, là-dessus, travaille sérieusement sur la nouvelle abondance. Très peu de gens sont au courant de ça. C'est pas tout à fait... C'est pas passé encore chez nous. Le plan climat du Grand Lyon est un scénario mégawatts pour l'agglomération.
C'est-à-dire que François Hollande, avec toute sa bonne foi qu'on peut lui donner, a dit quelque chose cet été, il a exprimé quelque chose de totalement vrai, mais dont il n'a pas tiré toutes les conséquences politiques. Il a dit qu'il faut laisser sous terre 80% des énergies fossiles des réserves. Il n'a pas compris que c'était la rupture de nos sociétés telles qu'elles sont fantasmées encore. Donc effectivement, mais il faut changer de fantasme. C'est tout ça, en fait, le discours que je tiens, et en partie en reprécisant les calculs sur les taux de retour énergétique des ENR qui sont, selon les données que j'ai, pas si favorables que ça. Bon, j'aurais d'embêter tout le monde avec ça. Non, mais ce qu'on peut retenir, c'est le changement de... Il faut que tout le monde prenne conscience de l'nécessité de changer de comportement. Pour rebondir là-dessus, le changement d'imaginaire, il est vrai. Il y a un ami qui a trouvé, d'ailleurs, c'était Marc qui m'avait passé, un vieux document du corps des mines de 74, donc début du programme énergétique civil, et donc le président du conseil du corps des mines prévoyait un avenir énergétique qui était le suivant: 20 surgénérateurs Crest-Malville, qui a jamais marché en France, donc une centrale en 2000, ouais, et une énergie tellement abondante qu'elle était gratuite, on ne la payait plus. Il n'y avait plus de compteur, on appelait tellement c'était abondant. C'était le mythe de l'infini de l'abondance. Effectivement, aujourd'hui, ça n'a jamais marché, et maintenant qu'on est dans les limites, il va bien falloir penser. De toute façon, c'est quoi le climat sinon le moment où on touche réellement aux limites physiques de la planète, dans les conséquences, et y compris l'abondance. Et en gros, quand on est plus sur un stock de ressources limitées, soit on organise la sobriété, soit on l'organise par le marché, il y a un petit groupe qui aura accès et la grande majorité qui tombera dans la pauvreté. Ça, on est d'accord. Mais une fois qu'on a dit ça, l'imaginaire change, effectivement. C'est comment, jusqu'à présent, nos imaginaires, c'est mieux, c'est plus. Et effectivement, c'est l'imaginaire qui a toujours... c'est l'abondance. On est sorti par la révolution industrielle de la pauvreté, par l'abondance, etc. Aujourd'hui, le changement à réaliser culturel, c'est mieux, c'est moins. Et ça, effectivement, c'est un changement culturel et changement d'imaginaire qu'on n'a pas encore réalisé. Qui est contradictoire avec toute la pub. Qui fait appel à la délicatesse, bien sûr. Alors, exactement. Tout à l'heure, on évoquait dans ce groupe-là le problème de la compétitivité de l'acte écologique. C'est-à-dire qu'on se demandait si c'était pas motivant, justement, de dire j'ai fait telle chose, de le rendre sexy, d'une façon ou d'une autre, pour que ça devienne compétitif. Et ça, c'est une vraie question. Est-ce que dans notre imaginaire, nous sommes capables de nous défaire de notre esprit de compétitivité, qui a sous-tendu 150 ans d'évolution et de progrès, et comment investir demain sans ça, ou avec l'esprit de négativité, c'est-à-dire s'adapter en moins chaque jour, par la contrainte ou volontairement. C'est tout ça qu'il faut écrire absolument maintenant.